L'air glacial de Monte Cassino sentait la mort, la poudre et la peur. Pourtant, au milieu des squelettes de bâtiments et du silence angoissant entre deux bombardements, une odeur s'éleva, si puissante et si déplacée qu'elle en devenait une hallucination. C'était l'arôme riche et terreux d'un cassoulet, une fragrance de foyer et de paix flottant au-dessus d'un paysage de désolation. Le sergent Dubois du corps expéditionnaire français était agenouillé, non pas pour achever un ennemi, mais pour tendre une gamelle fumante à un soldat allemand dont les sanglots convulsifs secouaient son jeune corps. Comment un homme, entraîné pendant des mois à haïr l'uniforme Feldgrau, pouvait-il offrir son bien le plus précieux, un repas chaud, un goût de son pays, à celui qu'il était censé tuer quelques instants plus tôt? Quelle conversation silencieuse, quel regard partagé au fond d'une tranchée boueuse avait pu suspendre la guerre elle-même? Ce n'était pas une reddition, ce n'était pas une trêve, c'était quelque chose de bien plus profond, un acte d'humanité si pur qu'il devenait une forme de rébellion contre la folie qui les entourait. Comment un simple plat de cassoulet a-t-il pu désarmer 2 soldats plus efficacement que n'importe quelle arme? Ceci n'est pas le récit d'une bataille stratégique ou d'une conquête territoriale. C'est l'histoire vraie d'un moment où la guerre s'est arrêtée, ne serait-ce que pour la durée d'un repas. Un instant qui a prouvé que sous les uniformes conçus pour diviser, battaient des cœurs capables de se reconnaître. Cet acte de compassion, né dans les ruines d'Italie, a eu des conséquences inattendues, créant un héritage qui a traversé les décennies et les frontières. Aimez cette vidéo et restez jusqu'à la fin pour découvrir comment ce geste a changé non seulement la vie de ces 2 hommes, mais aussi celle de leur famille pour les générations à venir. Absolument. Voici le bloc O2, rédigé en français, France, en respectant scrupuleusement toutes les directives. Bloc 2, contexte et origine. Avant le fracas du métal et l'odeur de la poudre, le monde du sergent Dubois sentait la terre chaude de Provence après une pluie d'été. Il n'était pas né soldat, ses mains calleuses et fortes n'avaient pas été formées pour tenir la crosse froide d'un fusil, mais pour sentir la texture du sol, pour arracher les mauvaises herbes et pour cueillir des abricots gorgés de soleil. Sa vie était rythmée par les saisons, non pas par les ordres d'un état-major. Il s'appelait Jean-Pierre Dubois, un nom aussi commun que les coquelicots dans ses champs. Avant l'uniforme, il portait des chemises de travail usées, imprégnées de l'odeur de la lavande et de la sueur honnête d'une journée de labeur. Son champ de bataille était une parcelle de terre fertile, et ses ennemis étaient la sécheresse et les insectes. La victoire pour lui, c'était une récolte abondante, le rire de sa famille autour d'une table en bois massif. Les sons de sa jeunesse n'étaient pas les sifflements des obus, mais le chant assourdissant des cigales sous le soleil de midi. Le silence n'était jamais une menace, mais une promesse de paix, une pause bienvenue à l'ombre d'un olivier centenaire. Chaque matin commençait par l'arôme du café fort préparé par sa mère, un rituel simple qui ancrait son existence dans un monde de certitude et de chaleur. Sa famille était son univers, un père au visage buriné par le soleil, une mère dont les mains semblaient capables de tout réparer, d'un vêtement déchiré à une peine de cœur. L'amour dans sa maison n'était pas fait de grands mots, mais de gestes concrets, un plat de daube provençale qui avait mijoté pendant des heures, une tape affectueuse sur l'épaule. C'était un monde où la communauté primait sur l'individu. Puis, un jour, une lettre est arrivée. Un papier officiel, froid et impersonnel, qui a fait voler en éclats la symphonie de sa vie simple. La mobilisation. Le mot résonnait étrangement dans la quiétude de la ferme. La guerre était une abstraction, une nouvelle vie dans le journal, un grondement lointain qui ne concernait que les autres. Soudain, ce grondement était à sa porte, venu pour le réclamer. L'adieu sur le quai de la gare fut une déchirure silencieuse. Il y avait plus de courage dans le sourire tremblant de sa mère que dans tous les discours patriotiques. En montant dans le train, il emportait avec lui la dernière image de ses champs, les couleurs vives de son pays natal. Il ne savait pas encore que ce paysage deviendrait son sanctuaire intérieur, le seul refuge contre l'horreur à venir. Le voyage vers l'Italie fut une descente progressive dans un autre monde. Le bleu éclatant du ciel de Provence a laissé place à un gris métallique et bas. La chaleur familiale a été remplacée par un froid humide qui semblait s'infiltrer non seulement sous ses vêtements, mais aussi dans son âme. C'était un froid qui ne venait pas seulement de la météo, mais de la peur et de l'incertitude. L'arrivée dans les Apennins fut un choc brutal. Il n'y avait plus d'arbres, seulement des squelettes noirs et tordus pointés vers le ciel comme des doigts accusateurs. La terre n'était plus une promesse de vie, mais une mer de bougialets qui s'accrochait à ses bottes, tentant de l'encueillir à 5 pas. C'était un paysage qui avait perdu son âme, tout comme les hommes qui s'y battaient. Dubois, le paysan, regardait cette terre mutilée avec une tristesse infinie. Il voyait au-delà de la valeur stratégique des collines. Il voyait des champs qui ne seraient plus jamais cultivés, des vignes arrachées, une terre nourricière empoisonnée par la guerre. C'était un sacrilège, une offense profonde à tout ce en quoi il avait toujours cru. 13. Le contraste sensoriel était une torture quotidienne. Son esprit était hanté par l'odeur du thym sauvage et du romarin, alors que ses narines n'étaient remplies que par le relent âcre de la cordite, du métal froid et de la décomposition.
Il rêvait du goût sucré des figues fraîches, mais sa bouche n'avait que le goût fade et métallique des rations de conserve. 14. Le silence ici était différent. Ce n'était pas la paix, mais une tension insoutenable, le souffle retenu du monde avant une explosion. Chaque craquement de branches, chaque murmure du vent pouvait être un présage de mort. Le silence de l'Italie était plus bruyant et plus terrifiant que n'importe quel vacarme de la ferme. C'était le son de la peur à l'état pur. 15. Les autres soldats étaient comme lui, des hommes ordinaires arrachés à leur vie, des boulangers, des mécaniciens, des instituteurs. Ils partageaient le même froid, la même faim, la même nostalgie. Mais la guerre érigeait des murs invisibles entre eux. Chacun était enfermé dans sa propre solitude, luttant pour préserver un fragment de son ancienne identité. 16. La faim était un compagnon constant. Pas seulement la faim du ventre, mais une faim plus profonde. La faim de normalité, de sécurité, de foyer. Le pain de guerre était dur, sans saveur. Il ne nourrissait que le corps, laissant l'esprit affamé. Manger était devenu une fonction mécanique, un acte de survie dépouillé de toute joie et de tout partage. 17. Dubois se surprenait souvent à regarder ses propres mains. Ses mains qui avaient donné la vie aux plantes tenaient maintenant un instrument conçu uniquement pour l'apprendre. Elles semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Il se sentait comme un acteur dans une pièce macabre, portant un costume qui n'était pas le sien, jouant un rôle qu'il n'avait jamais voulu. 18. Il pensait à la table familiale, au rituel du repas partagé, le pain rompu, le vin versé. Ces actes simples étaient le fondement de sa civilisation, la preuve que les hommes étaient plus que des bêtes luttant pour leur subsistance. Ici, dans la boue, chacun mangeait seul, recroquevillé, protégeant sa maigre pitance comme un animal. 19. La guerre ne tuait pas seulement les corps, elle s'attaquait à l'âme. Elle cherchait à effacer l'individu, à le réduire à un numéro, à une fonction. Tire, avance, tient la position. Les ordres étaient déshumanisants. Dubois sentait cette érosion en lui, la lente disparition de Jean-Pierre, le paysan provençal, au profit du sergent Dubois, un simple rouage dans la machine de guerre. 20. Le froid de l'hiver 1944, près du Mont Cassin, était une entité vivante et malveillante. Il mordait la peau à travers l'uniforme, engourdissait les doigts jusqu'à ce qu'il peine à sentir la gâchette. Mais son effet le plus pervers était psychologique. Il gélait l'empathie, encourageait l'indifférence. Survivre signifiait ne penser qu'à soi. 21. Pour lutter contre cette anesthésie émotionnelle, Dubois s'accrochait aux souvenirs. Il fermait les yeux et essayait de recréer mentalement le parfum de la soupe de sa mère. Il se remémorait les histoires que son père racontait au coin du feu. Ces fragments de son ancienne vie étaient son armure secrète contre la folie qui l'entourait. 22. Il n'éprouvait aucune haine pour l'ennemi invisible, caché de l'autre côté de la colline. Comment pouvait-il haïr un visage qu'il n'avait jamais vu? Il imaginait un autre jeune homme, peut-être un fermier bavarois ou un ouvrier de Berlin, tout aussi gelé, affamé et effrayé que lui. Cette pensée était dangereuse, subversive. C'était le début de l'humanité, là où la guerre exigeait l'instinct animal. 23. L'uniforme était lourd, pas seulement à cause du poids du tissu et de l'équipement, mais à cause du poids des attentes. Il était censé être un instrument de mort efficace, un patriote sans faille. Mais sous l'uniforme, son cœur de paysan continuait de battre, un cœur habitué à cultiver la vie, pas à l'anéantir. 24. La nostalgie du goût était la plus puissante. Plus que les images ou les sons, les saveurs de son enfance représentaient tout ce qu'il avait perdu. Le goût d'une tomate mûrie au soleil, d'un morceau de fromage de chèvre, du cassoulet de sa grand-mère. C'était le goût de la paix, de l'amour, d'un monde où les choses avaient un sens. 26. C'est dans ce contexte de dépossession totale, privé de sa terre, de sa famille, de sa propre identité, que le sergent Dubois est arrivé dans les villages en ruine au pied du Mont Cassin. Il était un homme au bord du gouffre, luttant désespérément pour ne pas se perdre complètement dans l'abîme. 26. Il a vu les civils italiens, ces fantômes silencieux qui erraient dans les décombres de leur propre vie. Dans leurs yeux, il n'a pas vu des étrangers ou des alliés de l'ennemi. Il a vu le même désarroi, la même faim, la même perte qu'il ressentait au plus profond de lui-même. Leur souffrance était un miroir de la sienne. 27. La discipline militaire exigeait une séparation nette, le soldat d'un côté, le civil de l'autre. Mais le cœur de Dubois recisait cette logique froide. Comment pouvait-on tracer une ligne dans la boue et déclarer que l'humanité s'arrêtait là? La vue des enfants, surtout, a commencé à fissurer les fondations de son obéissance. 28. Ces enfants au visage sale et aux yeux trop grands lui rappelaient les neveux et nièces qu'il avait laissés derrière lui. Ils avaient le même air d'innocence brisée, la même vulnérabilité. En eux, il voyait la victime ultime de cette guerre absurde, menée par des vieillards, mais payée par le sang et les larmes des plus jeunes. 29. C'est ainsi que l'homme qu'il était avant a commencé à se rebeller contre le soldat qu'il était devenu. La bataille la plus féroce ne se déroulait pas sur les lignes de front, mais à l'intérieur de son esprit. C'était une guerre silencieuse entre l'ordre de survivre et le besoin de rester humain.
30. Il ne savait pas encore que son arme la plus puissante dans cette bataille intérieure ne serait pas son fusil, mais une simple boîte de conserve. Un modeste cassoulet, relique de son monde perdu, qui allait devenir le catalyseur d'un acte de défi, un acte qui allait redéfinir la victoire et la défaite. 31. Chaque soldat porte en lui le monde qu'il a quitté. Pour Jean-Pierre Dubois, ce monde était fait de terre fertile, de repas partagés et de gestes simples de gentillesse. Et même dans le paysage le plus dévasté, les graines de ce monde cherchaient désespérément un sol où prendre racine à nouveau. 32. Il était un homme simple, un paysan provençal, perdu dans la grande et terrible histoire de la Seconde Guerre mondiale. Un homme dont la boussole morale, forgée sous le soleil du sud de la France, était sur le point d'être mise à l'épreuve par la plus glaciale des réalités. 33. L'Italie l'avait dépouillé de presque tout. Son foyer, sa chaleur, sa paix. Mais il lui restait une chose que la guerre ne pouvait pas lui prendre, à moins qu'il ne choisisse de l'abandonner, son humanité. Et c'est la préservation de cette dernière étincelle qui allait le conduire à l'acte le plus important de sa vie. Absolument. Voici le bloc 3, rédigé en français, France, en respectant scrupuleusement toutes les directives. Bloc 3. L'incident. 34. La patrouille se déroulait sous un ciel de plomb, dans un silence que seule la guerre peut rendre menaçant. Chaque craquement de branches gelées sous les bottes de Dubois était une détonation potentielle. Il avançait, non pas avec la fougue d'un conquérant, mais avec la prudence d'un homme qui marche sur une fine couche de glace recouvrant un abîme. Son objectif était une reconnaissance, mais son instinct cherchait autre chose, un signe que ce monde n'était pas entièrement mort. 35. C'est un gémissement faible, presque imperceptible, qui l'a attiré vers les entrailles d'une ferme éventrée. Ce n'était pas le cri d'un combattant, mais le son d'un animal blessé. Contre toute logique militaire, qui lui hurlait de considérer cela comme un piège, Jean-Pierre s'est senti tiré par ce fil de souffrance. Il a fait signe à ses hommes de rester en arrière, avançant seul dans l'ombre de la structure en ruine, son fusil prêt, mais son cœur étrangement ouvert. À l'intérieur, l'odeur de la pierre humide et de la pourriture se mêlait à celle métallique du sang séché. Accroupu dans un coin, à moitié caché par une charrette renversée, se trouvait un soldat allemand, ou plutôt un garçon déguisé en soldat. Il ne pouvait pas avoir plus de 18 ans. Son uniforme feldgrau était souillé de boue et de sang, et son visage, livide, était celui d'un enfant confronté à une horreur trop grande pour lui. Leurs yeux se sont croisés. Pendant une seconde interminable, le monde s'est arrêté. Il n'y avait plus de Français ni d'Allemands, juste deux hommes, à des extrémités opposées de la folie, se regardant par-dessus un gouffre de haine et de propagande. Le jeune Allemand a tenté de lever son pistolet, mais ses mains tremblaient si fort de fièvre et de faiblesse que le mouvement était pathétique, une dernière convulsion de défi avant l'inévitable. Dubois a vu la peur panique dans ses yeux, pas la peur d'un ennemi, mais la peur primale de la mort. Il a vu la jeunesse voler, la vie sur le point de s'éteindre dans la saleté et le froid. Lentement, de manière délibérée pour ne pas effrayer davantage le garçon, il a baissé son propre fusil. Il l'a posé doucement sur le sol, un geste de désarmement qui allait bien au-delà de la simple tactique. C'était une guerre de reddition à son propre humanité. Le soldat allemand, dont le nom était Helmut, regarda le fusil à terre, puis le visage de Dubois, cherchant à comprendre. Son esprit, embrumé par la douleur d'une blessure à la jambe et par la faim qui le corrangeait depuis des jours, ne pouvait pas traiter l'information. La doctrine qu'on lui avait martelée ne prévoyait pas ce scénario. L'ennemi était censé être un monstre sans visage, une créature à abattre, mais cet homme avait des yeux bienveillants. Dubois s'est approché, pas à pas. Il a vu la plaie infectée sur la cuisse d'Helmut, une blessure qui sans soin le tuerait sûrement. Mais il a surtout remarqué le creux de ses joues, la façon dont ses yeux étaient enfoncés dans leurs orbites. Cet enfant ne mourait pas seulement de sa blessure, il mourait de faim. Et cette faim, Dubois la comprenait. C'était un langage universel, plus ancien que toutes les nations et tous les drapeaux. Sans un mot, Dubois a retiré son sac à dos. Ses mouvements étaient calmes, presque rituels. Il a sorti la précieuse boîte de conserve, son trésor, son lien avec un monde de paix. Pour Helmut, chaque geste était une source de confusion et de terreur. Était une sorte de torture psychologique? Allait-il le narguer avec de la nourriture avant de l'achever? La cruauté était la seule monnaie qu'il s'attendait à recevoir de l'ennemi. 42. Avec le plat de sa baïonnette, Dubois a forcé le couvercle de la boîte. Le son du métal qui cède a résonné dans le silence de la grange. Puis, une odeur s'est élevée. Une odeur riche, chaude, presque sacrée dans ce lieu de désolation. L'arôme puissant des haricots blancs, de la saucisse fumée et du confit de canard du cassoulet a rempli l'air glacial. C'était l'odeur d'un foyer, d'une cuisine, d'une vie normale. 43. Helmut a inhalé cette odeur et quelque chose s'est brisé en lui. Ses yeux se sont remplis de larmes. Cet arôme a court-circuité des mois de conditionnement et de haine. Il ne sentait pas la nourriture de l'ennemi. Il sentait la soupe de pommes de terre de sa mère, les repas du dimanche dans la ferme de son grand-père en Bavière. C'était l'odeur de tout ce qu'il avait perdu, de tout pourquoi il pensait se battre, mais qu'il avait oublié. 44. Dubois a sorti sa propre gamelle et y a versé la moitié du contenu de la boîte.
La vapeur s'élevait en volute dans l'air froid, une apparition fantomatique de chaleur et de vie. Il a ensuite pris sa cuillère, l'a plongée dans le ragoût et a tendu la gamelle au jeune Allemand. Il n'y avait aucun mot, juste ce geste simple, une offrande, un pont jeté au-dessus du champ de bataille. 46. Helmut a reculé instinctivement. La méfiance était un réflexe de survie. Son esprit criait « C'est un piège, c'est empoisonné ». Il regarda la nourriture fumante, puis le soldat français. Il ne vit aucune malice dans son regard, aucune lueur de triomphe. Il ne vit qu'une sorte de tristesse partagée, une compassion qui ne tenait aucun compte de l'uniforme qu'il portait. 46. Pour prouver ses intentions, Dubois a pris sa propre cuillère, a puisé dans sa moitié du cassoulet et l'a porté à sa bouche. Il a mangé lentement, en regardant Helmut droit dans les yeux. C'était une démonstration de confiance, un acte disant « Nous sommes les mêmes, cette nourriture est sûre, cette nourriture est la vie ». Ce simple acte de manger ensemble était plus puissant que n'importe quel traité de paix. 47. Les larmes coulaient maintenant librement sur les joues sales d'Helmut. Le barrage de la discipline et de la peur s'était rompu. Il n'était plus un soldat de la Wehrmacht, il était Helmut, un garçon de la campagne bavaroise, affamé, blessé et terrifié, à qui un autre paysan, venu de Provence, offrait à manger. D'une main tremblante, il a tendu la main et a pris la gamelle que Dubois lui tendait. 48. La première cuillerée fut une explosion de sensations. La chaleur s'est répandue dans son corps transi, une vague bienfaisante qui semblait chasser le froid de ses os. Le goût riche et salé a réveillé ses papilles gustatives endormies depuis des semaines par le pain de guerre insipide. Chaque haricot, chaque morceau de viande était une affirmation de vie, une négation de la mort qui l'entourait. 49. Il a mangé avec une avidité presque animale, mais des sanglots convulsifs secouaient son corps. Chaque bouchée était un mélange de soulagement physique et de tourment émotionnel. Il pleurait sa faim, sa peur, sa jeunesse perdue. Il pleurait la gratitude écrasante qu'il ressentait pour cet ennemi qui lui montrait plus de gentillesse que certains de ses propres supérieurs. 50. Dubois le regardait manger, et il ne ressentait ni pitié ni supériorité. Il ressentait une profonde connexion, une reconnaissance. Il voyait en Helmut son propre reflet. Il aurait pu être à sa place, blessé et seul dans un pays étranger. Il a compris à cet instant que l'ennemi n'était pas cet enfant en larmes, mais la guerre elle-même, cette machine monstrueuse qui les avait pris, lui et Helmut, et avait essayé de les broyer. 51. Pendant que le jeune Allemand mangeait, Dubois a sorti sa gourde. Il l'a dévissée et la lui tendue. Helmut a bu l'eau fraîche, qui a lavé le goût de la poussière et de la peur de sa bouche. C'était un baptême, une purification. L'eau et la nourriture, les éléments les plus fondamentaux de l'existence, partagés entre deux hommes qui auraient dû s'entretuer. 52. Dans l'esprit de Dubois, les ordres du lieutenant, la logique de la guerre, tout cela semblait lointain et absurde. La seule réalité, la seule vérité, se trouvait dans cette grange en ruine. C'était une vérité d'un homme aidant un autre être humain en détresse. C'était une loi plus ancienne et plus fondamentale que n'importe quel code militaire. C'était la loi de la terre, la loi du pas rompu. 53. Helmut a fini la dernière bouchée. Il a tenu la gamelle vide entre ses mains comme si c'était un objet sacré. Il a relevé la tête et a regardé Dubois. La peur avait disparu de ses yeux. Elle avait été remplacée par quelque chose de bien plus complexe. L'incompréhension, la gratitude et une lueur de reconnaissance. Il a essayé de parler, de dire d'enquête, mais sa gorge était trop nouée par l'émotion. 54. Il n'en a pas eu besoin. Dubois a compris. Il a simplement hoché la tête, un geste lent et plein de sens. Dans ce silence, une conversation entière a eu lieu. Une conversation sur la folie des hommes, sur la souffrance partagée et sur la possibilité tenace de la bonté, même dans les recoins les plus sombres de l'enfer. 55. La guerre n'avait pas disparu. Elle attendait juste à l'extérieur de la grange, avec ses bruits et sa fureur. Mais à l'intérieur de ce petit sanctuaire improvisé, une trêve non officielle avait été déclarée. Une trêve non pas entre deux armées, mais entre deux âmes. Pour la durée d'un repas, il n'était plus des tiesses sur un échiquier, mais simplement Jean-Pierre et Helmut. 56. Le cassoulet n'avait pas seulement nourri un corps affamé, il avait nourri une humanité qui se mourait. Il a rappelé à Helmut qu'il était plus qu'un numéro de matricule, et il a confirmé à Dubois qu'il était toujours un homme, capable de semer la vie, même au milieu d'un champ de mort. L'acte de partager ce repas était un acte de défi suprême. 57. En regardant le visage du jeune Allemand, maintenant apaisé, Dubois a ressenti une étrange forme de victoire. Ce n'était pas une victoire sur l'ennemi, mais une victoire sur la haine. Il avait refusé de laisser la guerre le transformer en la chose même qu'elle lui demandait de tuer. Il avait préservé ce fragment de son ancienne vie, de son identité de paysan, et l'avait utilisé comme une arme de paix. 58. La tension dans la grange s'était dissipée, remplacée par une quiétude presque irréelle.
Le temps semblait s'être suspendu. Le grondement lointain de l'artillerie ressemblait au bruit sourd d'un monde lointain et sans importance. La seule chose qui comptait était cette connexion fragile, ce moment de grâce volé au cœur de la brutalité. 59. Helmut, dans son esprit, luttait pour réconcilier ce qui venait de se passer avec tout ce qu'il savait. Ce soldat français avait eu sa vie entre ses mains. Il aurait pu le tuer, le capturer, ou simplement le laisser mourir. Au lieu de cela, il lui avait donné son propre repas, la chose la plus précieuse qu'un soldat possède. Pourquoi ? Cette question allait le hanter, mais elle commençait déjà à remodeler sa vision du monde. Pour Dubois, la décision était claire. Il ne pouvait pas laisser Helmut ici. Il a sorti de sa poche un petit morceau de chocolat, une autre rareté, et l'a posé à côté du jeune homme. Puis, il a sorti une carte de sa poche, a rapidement encerclé un point non loin de là, où il savait qu'une patrouille médicale de la Croix-Rouge passait parfois. Il a montré la carte à Helmut, en pointant d'abord Helmut, puis le cercle sur la carte, puis en mimant des brancardiers. Le message était clair. De l'aide est par là, tenez bon. C'était un risque énorme. Aider un ennemi était un acte de trahison. Mais pour Dubois, l'abandonner à une mort certaine aurait été une trahison bien plus grande envers lui-même. Helmut a hoché la tête, comprenant. Ses yeux exprimaient une gratitude si profonde qu'elle était presque douloureuse à regarder. Il a pris la main de Dubois et la serré brièvement, un contact peau contre peau qui a scellé leur pacte silencieux. Dans cette poignée de main, les uniformes ont complètement disparu. C'était la poignée de deux fermiers, de deux fils, de deux survivants. Dubois s'est relevé. Il a repris son fusil, qui semblait maintenant étrangement lourd et inutile. Il a jeté un dernier regard au jeune soldat allemand, qui le regardait avec une expression qu'il n'oublierait jamais. Puis, sans un mot, il a tourné les talons et est sorti de la grange, retournant dans le monde de la guerre, mais changé à jamais par ce qui venait de se passer. L'incident n'avait duré que quelques minutes. Il ne figurait dans aucun rapport officiel. Il n'y avait pas de témoin pour le corroborer, pas de médaille à décerner. C'était un événement secret, invisible aux yeux de l'histoire avec un grand H. Mais pour les deux hommes impliqués, ces quelques minutes ont été le véritable point de bascule de leur guerre. Le goût du cassoulet, ce concentré de France et de foyer, s'était transmis d'un ennemi à l'autre. Mais ce qui avait vraiment été partagé était bien plus nourrissant. C'était la reconnaissance que, sous les drapeaux et les idéologies, se trouve une humanité commune, fragile mais indomptable, qui ne demande qu'une occasion de se manifester. En rejoignant ces hommes, Dubois n'a rien dit. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce qui s'était passé. Comment expliquer qu'il venait de mener la bataille la plus importante de sa vie, non pas avec des balles, mais avec une boîte de conserve? Comment expliquer qu'il avait trouvé l'humanité là où il était censé ne trouver que la mort? La barrière entre eux n'avait pas simplement brisé, elle avait été dissoute par la chaleur d'un repas partagé. Dans le froid glacial de Monte Cassino, un soldat français et un soldat allemand avaient découvert que la dignité humaine était une patrie qu'ils pouvaient tous deux habiter, ne serait-ce que pour un instant fugace. Cet acte, né de l'instant d'un paysan, allait avoir des conséquences imprévues. Ce n'était pas seulement la fin d'un incident, mais le début d'une transformation profonde qui allait toucher non seulement ces deux hommes, mais aussi ceux qui viendraient après eux, prouvant que la compassion est une graine qui, une fois plantée, peut fleurir à travers les. Alors que les pas de Dubois s'estompaient, Helmut resta immobile, la gamelle vide serrée contre sa poitrine. Une chaleur intense, qui n'avait rien à voir avec la température, se propageait de son estomac à ses membres transis. C'était une chaleur primordiale, la sensation de la vie qui reprend ses droits, repoussant le froid de la mort qui avait commencé à s'installer dans ses os. Pour la première fois depuis des mois, il ne se sentait plus comme une simple pièce d'uniforme, mais comme un être de chair et de sang. Des larmes silencieuses se mirent à couler sur ses joues sales. Elles n'étaient pas des larmes de douleur ou de peur, mais des larmes de pure catharsis. Chaque goutte qui traçait un sillon clair sur sa peau emportait avec elle des semaines de haine endoctrinée, de terreur constante et de solitude absolue. Elle gelait presque instantanément dans l'air glacial, de petits diamants de chagrin et de gratitude accrochés à son visage d'adolescent. Il pleurait la fin de quelque chose et le début d'une autre. Le goût du cassoulet persistait sur sa langue, riche et complexe. C'était plus qu'un simple aliment, c'était un souvenir liquide. Il pouvait presque voir une cuisine ensoleillée, entendre le rire d'une famille, sentir la sécurité d'un foyer. Ce soldat français ne lui avait pas seulement donné ses rations, il lui avait offert un fragment de son propre monde, un monde où les hommes partageaient le pain au lieu de se disputer la terre. Cet arrière-goût était celui de la paix. De retour à l'extérieur, marchant dans la boue à moitié gelée, Dubois sentit le poids de son fusil d'une manière nouvelle. L'arme lui paraissait soudain absurde, un outil barbare d'une époque révolue. Il venait de livrer une bataille, mais sa victoire n'avait rien coûté en munitions. Il avait désarmé un ennemi, non pas en le tuant, mais en le reconnaissant. Il avait désobéi à un ordre direct, mais il n'avait jamais ressenti un tel sentiment de droiture, une telle adéquation avec lui-même. Il rejoignait le reste de son escouade en silence. Les visages de ses camarades étaient des masques de fatigue et de méfiance, durcis par le conflit. Il se demandait s'il pouvait voir le changement en lui, si son acte de trahison humanitaire était visible sur son visage. Il se sentait à la fois connecté à eux par le danger partagé et infiniment distant par le secret qu'il portait désormais. Comment leur expliquer qu'il avait trouvé plus d'humanité chez l'ennemi que dans les ordres qu'ils suivaient tous? Helmut, seul à nouveau dans la grange en ruine, regardait le petit morceau de chocolat posé à côté de lui. C'était un objet d'une autre planète, un luxe si extravagant dans ce contexte qu'il en devenait un symbole puissant. Ce n'était pas un simple carré de sucre,
mais la preuve tangible que la bonté existait encore, qu'elle pouvait survivre même dans les décombres. Il le toucha du bout des doigts, comme s'il s'agissait d'une relique sacrée, trop précieuse pour être consommée. Une pensée, claire et nette, traversait l'esprit embrumé de Dubois. L'ennemi n'existait pas. Il n'y avait que des hommes, des garçons comme Helmut, arrachés à leurs fermes bavaroises ou à leurs usines de la Ruhr, tout comme lui avait été arraché à ses champs de lavande. La guerre était une immense pièce de théâtre macabre, où l'on forçait des frères à s'entretuer, et il venait de refuser de jouer son rôle. Ce refus était son unique et véritable acte de patriotisme envers l'humanité. Le jeune Allemand toussa, un son rauque qui secoua son corps affaibli. Puis, un mot s'échappait de ses lèvres, un murmure à peine audible dans le silence de la grange, d'inquiet. Merci. Le mot était insuffisant, dérisoire face à l'immensité du cadeau qu'il avait reçu. Il n'avait pas seulement reçu de la nourriture et une chance de survie, il avait reçu la permission de redevenir humain, le pardon pour un crime qu'il n'avait jamais voulu commettre. Pour Dubois, le paysage autour de lui avait changé. Les arbres décharnés ne ressemblaient plus à des doigts accusateurs, mais à des silhouettes fatiguées attendant le printemps. Le bruit lointain d'une mitrailleuse ne sonnait plus comme une menace imminente, mais comme le bruit de fond insignifiant d'une folie collective à laquelle il venait d'échapper. Il avait trouvé un sanctuaire, non pas dans un lieu, mais dans un acte. Helmut pipia la petite carte. Le cercle tracé au crayon était maladroit, mais c'était le plus beau dessin qu'il ait jamais vu. Ce n'était pas seulement une indication géographique, c'était un chemin vers la vie, tracé par la main de celui qui aurait dû lui l'apprendre. Il sentit une nouvelle force naître en lui, une détermination farouche. Il ne survivrait pas par instinct, mais par gratitude. Il devait vivre pour honorer ce geste. Le souvenir du contact, de cette brève poignée de main, brûlait encore la paume de Dubois. C'était un contact interdit, une fraternisation qui aurait pu le faire fusiller. Pourtant, dans cette chaleur fugace, il avait senti plus de vérité que dans tous les discours patriotiques. La peau contre la peau, la chaleur d'un être vivant contre un autre. C'était la seule loi qui comptait vraiment, la loi non écrite de la reconnaissance mutuelle. Le visage du soldat censé était gravé dans la mémoire d'Helmut. Il n'avait vu aucune haine, aucune cruauté. Juste une profonde lassitude et une étincelle de compassion qui avait tout changé. Cet homme, cet ennemi, lui avait montré plus de sollicitude que certains de ses propres compatriotes, aveuglés par le fanatisme. La gentillesse de cet inconnu avait fait s'effondrer tout l'édifice de propagande sur lequel sa jeune vie de soldat avait été construite. 81. Dubois repensa à sa ferme en Provence. Il se souvint des repas de vendange, où des dizaines de mains, fatiguées mais heureuses, partageaient le même pain et le même vin. C'était cela, la civilisation. Partager. Et ce qu'il venait de faire dans cette grange n'était rien d'autre qu'un écho de ces rituels, une tentative désespérée de planter une graine de Provence dans la terre gelée de la guerre. Il était resté un paysan, un homme qui nourrit. 82. Pour Helmut, la guerre était devenue subitement très claire. Il ne se battait pas pour un drapeau ou une idéologie. Il se battait pour survivre et rentrer chez lui, dans sa propre ferme, où l'odeur de la terre était la même qu'en Provence. Le soldat français lui avait rappelé ce pourquoi il valait la peine de vivre. Non pas la gloire ou la conquête, mais la simple et sainte normalité d'une vie de labeur et de paix. 83. En regardant le dos de ses camarades, Dubois ressentit une vague de tristesse immense. Ils étaient tous prisonniers, lui compris. Prisonniers de leurs uniformes, de leurs ordres, de la haine qu'on leur demandait de ressentir. Son acte de partage n'était pas seulement un cadeau pour Helmut, c'était une évasion pour lui-même, une brèche dans le mur de sa propre prison. Il avait goûté à la liberté, et elle avait le goût du cassoulet partagé.
Dubois n'était plus seulement le sergent Dubois, un matricule du corps expéditionnaire français. Il était redevenu Jean-Pierre, le paysan, le fils, l'homme. Et cette reconquête de sa propre identité était la seule victoire qui compterait vraiment à la fin de cette guerre. Il avait perdu une ration, mais il avait sauvé son âme. Et dans l'économie de la guerre, c'était là le plus incroyable des profits. Absolument. Voici le bloc 5, rédigé en français France, en respectant scrupuleusement toutes les directives, y compris le saut temporel abrupt et le nombre de paragraphes. Bloc 5, le Legado. 94. 50 ans plus tard, l'air n'est plus saturé par l'odeur de la poudre, mais par le parfum enivrant de la lavande et du thym. Le soleil de Provence, chaud et bienveillant, caresse le visage buriné de Jean-Pierre Dubois. Assis sur un banc de pierre devant sa ferme, il n'est plus le sergent Dubois. Il est un grand-père, un patriarche dont les mains, bien que noueuses avec l'âge, ont retrouvé leur vocation première, celle de cultiver la terre et de cueillir des fruits gorgés de soleil pour ses petits-enfants. 95. Le bruit de la guerre est un écho lointain, presque irréel. Il a été remplacé par le chant assourdissant des cigales et les rires de sa famille. Pourtant, parfois, dans le silence de la nuit ou face à un ciel d'hiver particulièrement gris, les fantômes de l'Italie reviennent le visiter. Ils ne sont pas menaçants, juste présents. Et parmi eux, il y a toujours le visage d'un jeune soldat allemand, affamé et terrifié, dans les ruines d'une grange. 96. Ce souvenir est son secret le plus profond. Il n'en a jamais parlé à personne, pas même à sa femme. Comment mettre des mots sur un moment si intense, si contradictoire ? Comment expliquer qu'un acte de désobéissance, un geste qui aurait pu lui coûter la vie, était en réalité l'acte le plus fondateur de son existence ? C'était une histoire sans témoin, un pacte silencieux scellé entre lui et un garçon dont il n'a jamais su le nom. 97. Ce matin-là, le facteur, un jeune homme qui pourrait être son petit-fils, lui tend une enveloppe. Elle est différente des autres. Le papier est épais, de bonne qualité, et le timbre est étranger. Jean-Pierre plisse les yeux pour mieux voir. Le cachet de la poste indique München, Deutschland, l'Allemagne. Son cœur rate un battement. Un frisson, qui n'a rien à voir avec la chaleur de l'été, parcourt son échine. Il reste un long moment avec l'enveloppe entre les mains. Ce rectangle de papier est une porte vers un passé qu'il pensait hermétiquement clos. Qui, en Allemagne, pourrait bien lui écrire ? Ses doigts tremblent légèrement en déchirant l'enveloppe. À l'intérieur, une longue lettre, écrite dans un français impeccable, mais légèrement formel, et une vieille photographie en noir et blanc, un peu jaunie par le temps. Il regarde d'abord la photo. C'est un homme d'âge mûr, souriant, entouré d'une femme et de plusieurs enfants devant une ferme qui ressemble étrangement à la sienne, mais avec des montagnes bavaroises en arrière-plan. L'homme sous la photo a des yeux clairs et un regard bienveillant. Jean-Pierre ne le reconnaît pas. Pourtant, il y a quelque chose de familier dans son sourire. Il commence à lire la lettre. « Cher monsieur Dubois, vous ne me connaissez pas. Mon nom est Lucas Richter. Je suis le petit-fils de l'homme sur la photographie, Helmut Richter. Il est décédé paisiblement le mois dernier, à l'âge de 77 ans. Et si je vous écris aujourd'hui, c'est parce que, d'une certaine manière, vous êtes la raison pour laquelle il a pu vivre toutes ces années. » Jean-Pierre doit s'arrêter de lire. Le nom Helmut résonne dans son esprit comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Il relit la phrase encore et encore. Helmut, le garçon de la grange. Il avait survécu. Cette pensée, si simple et si puissante, le submerge d'une émotion qu'il ne parvient pas à nommer. C'est un mélange de soulagement, de joie et d'une incrédulité presque sacrée. Il reprend la lecture. Mon grand-père a passé sa vie à nous raconter une histoire. L'histoire d'un soldat français qui, au lieu de le tuer, a partagé son repas avec lui dans une grange en ruine près de Monte Cassino. Il ne connaissait pas votre nom, mais il n'a jamais oublié votre visage, ni le goût de ce que vous lui avez donné. Il disait que ce n'était pas seulement de la nourriture, mais de l'espoir sous forme de ragoût. Les larmes montent aux yeux de Jean-Pierre. Il les laisse couler sans honte sur ses joues ridées. Le secret qu'il avait porté seul pendant 50 ans n'était pas seulement le sien. De l'autre côté de la frontière, dans une ferme en bagarre, la même histoire avait été racontée, préservée, chérie. Son acte silencieux avait eu un écho, une vie propre qu'il n'aurait jamais pu imaginer. 94. Il a suivi vos instructions sur la carte, poursuit la lettre. Il a rampé pendant des heures, soutenu par l'énergie que votre repas lui avait donnée. Une patrouille de la Croix-Rouge l'a trouvé, presque inconscient. Il a passé le reste de la guerre dans un camp de prisonniers, mais il disait toujours que sa guerre à lui s'était terminée ce jour-là, dans cette grange. Vous n'avez pas seulement sauvé son corps, vous avez sauvé son âme de la haine. 95. La lettre explique comment Helmut, après la guerre, est retourné dans sa ferme familiale. Il est devenu charpentier, a fondé une famille et a vécu une vie simple et paisible. Mais il n'a jamais oublié. Chaque année, à la date anniversaire de leur rencontre, il préparait un plat qu'il appelait « le ragoût du soldat français », une tentative maladroite de recréer le cassoulet, basée sur le souvenir d'un goût qui avait changé sa vie. 106. Lucas écrit
Pour nous, ses enfants et petits-enfants, cette histoire n'était pas un conte de guerre. C'était une leçon de vie. C'est devenu le mythe fondateur de notre famille. Elle nous a appris que l'humanité n'a pas de nationalité, que la compassion est plus forte que n'importe quelle arme, et qu'un seul homme peut choisir la bonté, même au milieu de la folie la plus totale. Vous étiez notre héros anonyme. 107. Jean-Pierre regarde à nouveau la photo. Maintenant, il le voit. Dans les yeux de l'homme souriant, il retrouve la lueur de peur et de gratitude du garçon de 18 ans. Il voit la vie qu'il a permis. Les enfants sur la photo, le petit Lucas qui a écrit cette lettre, ils existaient tous, en partie, grâce à une boîte de conserve partagée un après-midi d'hiver. 108. La lettre explique ensuite les recherches. Après la mort d'Helmut, sa famille a décidé qu'elle devait retrouver ce soldat. En utilisant le journal de guerre de leur grand-père, qui décrivait l'incident sans nommer personne, et en recoupant les archives militaires françaises, ils ont passé des mois à chercher. Ils avaient une date, un lieu approximatif, et la description d'un sergent du corps expéditionnaire français. Finalement, un nom est apparu. Jean-Pierre Dubois. 109. Nous ne savions pas si vous étiez encore en vie, écrit Lucas, mais nous devions essayer. Nous devions vous dire merci. Pas seulement pour avoir sauvé notre grand-père, mais pour l'héritage que vous nous avez laissé. Grâce à vous, notre famille a été construite non pas sur des souvenirs de haine et de défaite, mais sur une histoire de grâce et de connexion humaine. 110. Jean-Pierre pose la lettre sur ses genoux. Le soleil provençal lui semble plus chaud, les couleurs plus vives. Le monde autour de lui, sa ferme, sa famille, tout prend une signification nouvelle et plus profonde. Il comprend maintenant que l'acte le plus important de sa vie n'a pas été de labourer un champ ou de construire un mur. C'était d'avoir vu un autre être humain dans les yeux et de lui avoir tendu une cuillère. 111. Sa petite fille, une jeune fille de 8 ans nommée Manon, sort de la maison en courant et vient se blottir contre lui. Elle regarde la lettre et la photo avec curiosité. « C'est qui, papy ?» demande-t-elle. Jean-Pierre la serre contre lui, l'odeur de ses cheveux lui rappelant la continuité de la vie. « C'est un vieil ami, ma chérie, un très vieil ami. » 112. Pour la première fois, il va raconter l'histoire. Le secret n'a plus besoin d'être gardé. Il est devenu un pont. Il va expliquer à sa petite fille que les frontières sur les cartes sont des lignes imaginaires, mais que la faim, la peur et la gentillesse sont des territoires que tous les êtres humains partagent. 113. La lettre se termine par une invitation. La famille Richter aimerait venir en France ou accueillir la famille Dubois en Allemagne. Nous n'avons pas besoin de parler la même langue, conclut Lucas, parce que, comme mon grand-père nous l'a appris, le geste de partager le pain est un langage que tout le monde comprend. Nous aimerions rompre le pain avec la famille de l'homme qui a sauvé la nôtre. 114. Une paix profonde s'installe dans le cœur de Jean-Pierre. Ce n'est pas la paix de l'oubli, mais la paix de la résolution. La boucle est bouclée. La graine de compassion qu'il a plantée dans la boue gelée de l'Italie, 50 ans plus tôt, a fleuri. Elle a donné naissance à un arbre dont les branches s'étendent à travers les frontières et les générations, offrant de l'ombre et des fruits qu'il n'aurait jamais cru possible. 115. Ce soir-là, à table, sa femme sert un cassoulet. Une coïncidence presque miraculeuse. Le plat fume au centre de la table, entouré des visages de ses enfants et petits-enfants. L'arôme riche emplit la caisse, le même arôme qui une vie plus tôt avait rempli une grange en ruine. Mais ce soir, il ne sent pas la nostalgie ou la survie. Il sent le triomphe. 116. En plongeant sa cuillère dans le plat, il ne voit peu seulement des haricots et de la saucisse. Il voit le visage d'Helmut, puis celui de Lucas, puis celui de sa propre petite fille. Il comprend que ce repas est un sacrement. Chaque bouchée est une célébration de la vie qui continue, de la bonté qui perdure, et de l'incroyable pouvoir d'un simple acte d'humanité à résonner à travers le temps. 117. La véritable victoire de Jean-Pierre Dubois n'a pas été remportée sur un champ de bataille. Elle a été remportée dans le silence d'un cœur qui a refusé de haïr, et elle lui a été livrée 50 ans plus tard, par la poste, dans une lettre venue d'Allemagne. C'était la preuve que l'héritage le plus durable n'est pas fait de pierres ou de médailles, mais d'histoires de compassion transmises de grand-père à petit-fils. Absolument. Voici le bloc 6, rédigé en français, France, en respectant scrupuleusement toutes les directives. Bloc 6. Message et appel final. 110. L'histoire, avec un grand H, retient les noms des batailles, les dates décrétées et les stratégies des généraux. Mais la véritable histoire de l'humanité s'écrit dans des moments comme celui-ci. Des moments invisibles, silencieux, où le vacarme de la guerre est étoffé par le battement d'un cœur qui choisit la compassion plutôt que l'obéissance. L'histoire de Jean-Pierre et Helmut nous enseigne que le champ de bataille le plus important n'est pas fait de terre et de boue, mais se trouve à l'intérieur de chaque individu, là où la décence lutte contre l'ordre et où l'humanité refuse de se rendre. 119. Ce n'était pas un simple cassoulet, c'était un acte de sédition contre la faim et la haine. C'était la preuve qu'un repas partagé peut être un traité de paix plus puissant que n'importe quel document officiel signé par des hommes en costume. Dans un monde qui leur ordonnait de se voir comme des monstres, la chaleur d'une gamelle leur a permis de se reconnaître comme des frères. C'est le rappel poignant que la nourriture n'est pas seulement un carburant pour le corps, mais le langage le plus ancien de la communauté, de la dignité et de l'espoir. 129. L'acte de Jean-Pierre n'a pas seulement sauvé Helmut ce jour-là. Il a planté une graine qui a fleuri pendant 50 ans, donnant naissance à une famille dont les fondations reposent sur la gratitude envers un ennemi. Cela nous rappelle que nos propres gestes, même les plus discrets, possèdent un écho que nous ne pouvons pas mesurer. Une main tendue, un mot de réconfort, un acte de générosité inattendue, ces moments ne disparaissent pas.
Ils voyagent dans le temps, façonnant des avenirs que nous n'imaginerons jamais, prouvant de la bonté et l'héritage le plus durable que nous puissions laisser. 129. L'uniforme change, les drapeaux changent, les guerres changent, mais le choix reste toujours le même. Dans nos vies, nous serons tous confrontés à nos propres granges en ruine, à nos propres moments où il est plus facile de haïr que de comprendre. L'histoire de ces deux hommes n'est pas qu'un souvenir du passé, c'est une boussole pour notre présent. Si vous aussi vous croyez au pouvoir de ces gestes qui réaffirment notre humanité contre vents et marées, partagez cette histoire. Faites-la voyager au-delà de cet écran, pour que le courage silencieux de Jean-Pierre et la gratitude d'Helmut ne soient jamais oubliés.